Ma femme infidèle a utilisé notre entreprise commune pour revoir son ex, et elle pensait que je ne le découvrirais jamais. Le soir où j'ai compris que quelque chose clochait, ce n'est pas son parfum qui m'a alerté, ni ses retours tardifs, ni même sa façon nouvelle de poser son téléphone écran contre la table, c'est un détail beaucoup plus insultant. Une facture de restaurant à Lyon un mardi soir, alors qu'elle m'avait juré être à un dîner de networking à la CCI de Bordeaux. Je m'appelle Marc, j'ai 43 ans, 2 filles, un garçon, une PM, eux de conseil logistique, qui tournait enfin sans qu'on ait besoin de faire semblant d'être brillant devant la banque une fois par trimestre. Et jusqu'à ce fameux mardi, je pensais être marié à une femme compliquée, pas à une femme méthodique, froide et assez sûre d'elle pour me voler sous mon propre toit. Claire rentrait de plus en plus tard, toujours avec la même voix plate, celle qu'on prend quand on récite un alibi, qu'on estime supérieur à l'intelligence de l'auditeur. Réunion, after work, cliente difficile, train annulé, Uber impossible, Bordeaux, Nantes, parfois Paris. Elle lançait des villes comme on jette des confettis. Et moi je hochais la tête, parce qu'on avait 3 enfants, 12 000 sujets urgents par semaine, un syndic qui nous harcelait pour des travaux de façade, un dossier de mutuelle à reprendre, et des salariés qui avaient le chic de tomber malade le jour des appels d'offres. Mais il y a une différence entre être fatigué et être aveugle. Et cette différence, un soir de novembre, je l'ai enfin respectée. Elle est rentrée à 22h40, manteau beige, rouge à lèvres, refait dans l'ascenseur. Je le sais parce qu'il débordait légèrement sur le coin gauche. Ce petit genre d'imperfection qu'elle ne se permettait jamais pour un vrai rendez-vous pro. Je servais des pâtes réchauffées à notre fils, Paul, qui m'a demandé si maman dormait encore au bureau maintenant. Les enfants ont une manière exquise de poignarder les illusions, sans même lever les yeux de leur assiette. Claire a embrassé l'air à 20 cm de ma joue et a dit « Journée infernale. Le salon des fournisseurs a débordé. J'ai posé ma fourchette. Quel salon ? À Bordeaux. » Elle a répondu sans ciller. Lequel ? Elle a enlevé ses boucles d'oreilles, devant la glace de l'entrée. « Marc, s'il te plaît, pas ce soir. Ce fameux pas. Ce soir. Très pratique. Une formule qui veut dire « Je mens. Mais j'aimerais le faire en paix. » Le lendemain, pendant qu'elle emmenait notre cadette à l'orthophoniste, j'ai ouvert notre dossier partagé. Compta, événements, déplacements. La routine romantique des couples qui possèdent une boîte ensemble, il n'y avait rien. Aucun salon, aucune inscription, aucune facture de stand, aucun badge, rien. Même pas un mail de confirmation oublié. J'ai vérifié le site de la CCI, puis LinkedIn, puis les agendas pro de 2 contacts bordelais. Aucune trace. Bordeaux n'avait pas eu besoin d'elle ce mardi-là, contrairement à quelqu'un d'autre. J'aurais pu exploser tout de suite, faire le mari vexé, jeter son téléphone par la fenêtre, appeler ma belle-mère pour le folklore, mais je n'avais plus 25 ans. J'avais des enfants qui dormaient à l'étage, une société avec nos 2 noms sur le Québès, et un crédit relais pour un projet de déménagement qui n'avait pas vocation à financer la passion tardive de madame. Alors j'ai appelé la seule personne de ma famille capable de transformer ma colère en stratégie. Mon frère Julien, avocat d'affaires à Lille, costume gris, humour de croque-mort et une manière très française de rendre les catastrophes presque administratives. Il m'a écouté 5 minutes. Puis il a dit « Ne la confronte pas. Pas encore. Tu prends des copies de tout. Perso, pro, compte, mail, note de frais. Tu observes. Et surtout, tu regardes l'entreprise avant le reste. L'adultère blesse. La fraude saigne. » C'était dit avec la tendresse d'un huissier. Donc parfaitement utile. J'ai commencé doucement. Historique bancaire, carte corporate, relevé du compte joint. Claire pensait visiblement que tant qu'elle donnait aux dépenses un vernis de normalité, personne n'irait gratter. Elle m'avait oublié. Moi, l'homme qui relit les annexes d'assurance habitation et qui compare les abonnements téléphoniques comme d'autres dégustent du vin. Au début, c'était subtil. 2 déjeuners à 180 € classés en relation client. Une chambre d'hôtel à Lyon imputée à un déplacement fournisseur. Un VTC de nuit présenté comme retour-gare, puis c'est devenu presque insultant. Suite junior, champagne,
Dîner pour deux dans un restaurant avec vue sur la Saône. Et le plus beau, des billets de train réservés à la dernière minute, aux dates exactes, où elle m'avait parlé de réunions imaginaires. J'ai imprimé chaque ligne, chaque justificatif, chaque incohérence. J'ai noté les heures de départ, les heures de retour, les mensonges correspondants. J'ai commencé une chronologie dans une chemise bleu marine. Une vraie, cartonnée, avec étiquette, parce qu'il y a des trahisons qui méritent au moins une papeterie sérieuse, et plus je classais, plus je comprenais que je n'étais pas devant une aventure stupide. J'étais devant une double vie financée, avec notre argent, celui de la boîte, celui des enfants, celui des projets qu'on avait construits à deux. Le vendredi suivant, Claire m'a envoyé un message à 19h12. Réunion qui s'éternise. Ne m'attendez pas. J'ai regardé l'écran, puis la facture d'un hôtel, déjà préautorisée, à 17h49 sur la carte professionnelle. À ce moment-là, quelque chose s'est mis en place en moi. Quelque chose de calme, de propre, presque élégant. Je n'étais plus un mari inquiet. J'étais un homme qui venait d'ouvrir la bonne porte. Et derrière, il y avait bien pire que ce que j'avais imaginé. Le plus humiliant, dans une trahison, ce n'est pas d'être trompé. C'est de découvrir à quel point l'autre vous croit lent. Le lundi matin, pendant que Claire déposait notre plus jeune à l'école avec son air de mère irréprochable, j'étais chez notre expert comptable avec une clé USB, un carnet, et cette lucidité glaciale qui arrive quand la douleur a enfin compris qu'elle devait se rendre utile. Philippe, notre comptable, un homme sec qui parlait des bilans comme d'autres parlent de météo, a d'abord cru à une simple vérification, puis il a levé les yeux en voyant la liste des dépenses. Hôtel 4 étoiles, notes de restaurant pour deux, retraits en espèces, cadeaux achetés sur la carte corporate et requalifiés en frais de représentation. Il a murmuré « Soit elle est très mauvaise, soit elle te prend vraiment pour un imbécile. » J'ai répondu « Les deux options ne s'excluent pas. » À midi, j'avais déjà un tableau croisé entre ces soi-disant rendez-vous, les dépenses réelles et les dates où elle m'avait envoyé des messages fabriqués. Tout collait, malheureusement, trop bien. Lyon revenait souvent, puis Annecy, puis Paris. Toujours les mêmes créneaux. Départ l'après-midi, retour tardif, prétexte copier-coller. Parfois elle ajoutait un détail absurde, du genre « le café à la gare était infect », comme si le mensonge gagnait en noblesse avec une touche sensorielle. Julien m'a rappelé dans l'après-midi « Envoie-moi tout », y compris le pacte d'associés. Surtout le pacte d'associés. J'ai fouillé dans le coffre du bureau, entre les statuts, les contrats cadres et un vieux dossier de notaire sur notre projet d'achat à Seattle. Projet qu'on évoquait depuis 1 an comme un horizon pour les enfants et pour l'entreprise. Il était là, le document signé 6 ans plus tôt, quand Claire et moi avions fait entrer sa participation au capital dans la société. À l'époque, on se croyait moderne, intelligent, blindé. On avait prévu les incapacités, les conflits, les sorties forcées. Même une clause de rachat préférentielle en cas de faute grave portant atteinte à l'entreprise ou à la réputation de l'un des associés. Julien a lu le PDF et m'a dit, calmement, avec ce ton chirurgical que je lui enviais presque. Si tu prouves qu'elle a utilisé les fonds de la société pour une relation cachée et que ça a créé un risque commercial ou juridique, tu peux déclencher le mécanisme de rachat, et à un prix qui ne lui plaira pas du tout, pour la première fois depuis des semaines. J'ai souri. Pas parce que j'étais heureux, parce que j'avais enfin une architecture. Le soir, j'ai suivi Claire. Oui, je sais, ce n'est pas noble. Mais l'élégance morale est un luxe qu'on réserve aux gens qu'on n'a pas encore saignés pour payer des chambres d'hôtel. Elle m'avait dit « dîner avec des partenaires ». Rive droite. Je l'ai vue sortir d'un VTC près d'un hôtel à Lyon. Manteau noir, cheveux relevés, sourire que je n'avais plus vu à la maison depuis des mois. Et puis il est apparu. Antoine, son ex, le fameux Antoine dont elle parlait autrefois, comme d'une erreur de jeunesse. Celui qui, selon elle, ne savait rien construire de stable. Il avait visiblement appris à réserver de belles tables avec l'argent des autres. Ils se sont embrassés devant l'entrée, sans prudence, sans gêne, avec cette assurance obscène des gens persuadés que personne ne les regarde. J'ai pris des photos.
De loin. Net. Daté. Pas pour mon ego. Pour le dossier. Toujours le dossier. Ensuite, je les ai regardés entrer, comme on regarde deux associés, quitter un navire avec la caisse. Dans le train du retour, j'ai reçu un message de Claire. Je dors chez Élodie. Trop tard pour rentrer. J'ai presque admiré la discipline. Elle me mentait en temps réel, pendant que j'avais encore l'image de sa main sur la nuque d'Antoine. À la maison, ma fille aînée, Lucie, 16 ans, m'attendait dans la cuisine avec une tisane qu'elle ne buvait pas. Elle m'a demandé « Maman va encore dire qu'elle travaille ». J'ai senti le sol bouger d'une manière nouvelle. Pas sous moi, sous mes enfants. Depuis combien de temps tu trouves ça bizarre ? Elle a haussé les épaules. Un geste d'ado qui veut avoir l'air détaché alors qu'elle voit tout. Depuis longtemps. Elle ment mal avec toi. Mais très bien avec les petits. Cette phrase m'a poursuivi toute la nuit. Le lendemain, en fouillant plus loin, j'ai trouvé autre chose. Un virement de 50 000 $ depuis notre épargne familiale vers un compte temporaire que je ne reconnaissais pas. Puis un autre de 25 000, libellé vague, arbitrage, transfert patrimonial. C'était notre réserve pour le déménagement, pour les frais d'installation, pour les études des enfants si le projet prenait du retard. J'ai demandé à la banque les documents d'autorisation, signature numérique de Claire, seul, sans m'en parler, sans même l'élégance de laisser une excuse correcte. Cette fois, je n'ai pas appelé Julien tout de suite. J'ai fermé la porte du bureau. Je me suis assis, et je me suis autorisé exactement 3 minutes pour encaisser. Pas une de plus. Ensuite, j'ai repris mon téléphone, mon scanner, mes relevés. J'ai ajouté une nouvelle section à la chemise bleu marine. Détournements familiaux, et j'ai compris que la confrontation n'allait pas être une scène conjugale. Non, ce serait un démantèlement. Propre, documenté, irréversible. Sauf qu'au moment précis où je pensais avoir vu le pire, Philippe m'a rappelé pour me dire qu'une autre dépense étrange venait d'apparaître, liée à un client majeur. Un client dont le renouvellement de contrat devait se jouer dans moins de 2 semaines. Et le nom de validation associé à cette note m'a donné envie de rire tellement la situation devenait indécente. Antoine travaillait justement pour l'entreprise qui allait décider si mon plus gros contrat survivrait ou si ma femme avait réussi, en plus du reste, à coucher avec un conflit d'intérêts. Il y a des gens qui détruisent leur mariage. Et puis il y a ceux qui, par souci du détail, essaient aussi de saboter l'entreprise familiale au passage. Claire appartenait clairement à la deuxième catégorie, celle qui confond le désir, l'ego et la comptabilité, et qui finit par croire qu'un relevé bancaire n'a pas de mémoire. J'ai demandé un rendez-vous immédiat avec Julien et Philippe. Pas dans un cabinet solennel avec des fauteuils en cuir et de l'eau tiède. Non, dans la petite salle de réunion de nos bureaux à Bordeaux. Celle avec la machine à café capricieuse et les stores qui coincent. Là où les décisions sérieuses se prennent en regardant des tableaux Excel et des gens qui n'ont plus d'excuses. Julien est arrivé de Lille, par le premier train. Manteau gris, ordinateur sous le bras, visage fermé. Il a parcouru le dossier. Photos, relevés, fausses notes de frais, virements depuis l'épargne familiale, et surtout cette correspondance entre les dépenses de Claire et les étapes de négociation avec notre client principal. Il a refermé la chemise bleu marine et a dit « Bon, maintenant tu ne réagis plus comme un mari. Tu agis comme dirigeant, comme père et comme associé lésé. » Dans cet ordre, Philippe a sorti un tableau plus propre que ma vie de couple. Chaque dépense litigieuse était rattachée à une date, à un mensonge, à une absence d'événements professionnels réels. Il y avait même des doublons ridicules. Claire s'était fait rembourser 2 fois le même trajet. Lyon-Gare Pardieu, décidément, même dans la trahison, elle manquait de finition. Le point le plus grave restait Antoine. Son entreprise pilotait le comité qui devait valider le renouvellement de notre contrat logistique sur 3 ans. Si leur relation était connue, le conflit d'intérêts pouvait faire exploser la négociation, pas forcément contre moi, mais contre lui. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. Je n'étais pas celui qui risquait le plus gros. C'était lui, à 18h. Claire est rentrée à la maison avec des macarons. Ce qui chez elle signifiait soit culpabilité, soit mauvaise nouvelle emballée dans du sucre,
Les enfants faisaient leurs devoirs. Paul découpait des rectangles de papier, sans raison valable. Notre cadette, Inès, répétait une poésie sur le vent avec l'application tragique des enfants de 8 ans. Et moi, je regardais ma femme poser une boîte Ladurée sur le plan de travail, comme si le glaçage pouvait racheter le mensonge. J'ai dit aux enfants d'aller terminer en haut. Lucie a compris immédiatement au ton de ma voix. Les petits sont montés. Claire a retiré ses gants, dramatique jusqu'au poignet. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai posé la chemise bleu marine devant elle. Son visage n'a pas changé tout de suite. Elle a même eu ce petit sourire professionnel, celui qu'elle utilisait avec les fournisseurs compliqués. Puis elle a vu la première photo, puis la note de l'hôtel, puis le relevé du compte épargne. Et là, le silence a fait ce que les cris ne savent pas faire. Il a vidé la pièce. « Tu m'as suivi », a-t-elle fini par dire. « Non, Claire, je t'ai rattrapé. » Nuance. Elle a commencé par la stratégie classique. Tu es parano. Tu interprètes tout. Antoine n'est qu'un contact. J'ai fait glisser vers elle l'impression du restaurant, la suite junior, les billets, les dates, les virements, le pacte d'associés et le document bancaire montrant qu'elle avait sorti 75 000 $ de notre réserve. Pas une somme abstraite. Non, l'argent des enfants, l'argent du déménagement, l'argent de notre avenir. Elle a alors tenté le virage indigné. Tu fouilles dans ma vie, dans nos comptes, dans mes mails. J'ai répondu. Nos comptes, notre entreprise, l'argent de nos enfants. Oui, j'ai eu cette extravagance. Vérifier où il passait. Elle s'est levée, a marché jusqu'à la fenêtre, puis s'est retournée avec les yeux brillants. Mais pas de honte, de colère. L'espèce la plus stérile. Tu veux quoi, Marc? Me punir, me humilier. Je veux te sortir de la société. Déposer la demande de divorce. Sécuriser les comptes, récupérer ce que tu as pris, et t'empêcher d'utiliser les enfants comme monnaie d'échange. Pour une fois, j'étais très clair. Elle a pâli à l'évocation de la société. C'était le seul mot qui arrivait encore à traverser son narcissisme. Tu ne peux pas me racheter comme ça. J'ai fait glisser vers elle la clause surlignée. Si, avec faute grave portant atteinte à l'entreprise, abus de fonds, mise en péril d'un contrat stratégique, et accessoirement, talent rare pour la stupidité. Julien, qui attendait dans le bureau attenant, est entré à ce moment-là, parfaitement synchronisé. « Bonsoir Claire », il a dit comme s'il passait pour l'apéritif. Elle l'a regardé comme on regarde un incendie dans son salon. Pendant 20 minutes, il lui a exposé, sans hausser la voix, le mécanisme de rachat, les mesures conservatoires, la séparation patrimoniale, le gel demandé sur certains mouvements et le fait que toute pression sur les enfants serait consignée. Elle a fini par exploser. C'est toi qui montes marque contre moi. Vous voulez me voler ma vie ? Ma vie ? J'ai presque ri. Elle avait financé un roman d'adolescente avec une carte corporate et elle parlait de sa vie comme d'un bien spolié. Puis elle a prononcé la seule menace qu'elle croyait décisive. Les enfants comprendront que tu détruis la famille. À cet instant, Lucie est apparue dans l'escalier, silencieuse, blanche, mais droite. Elle n'aurait pas dû entendre, évidemment, sauf que les enfants entendent toujours. Elle a regardé sa mère et a dit « Non, maman, c'est toi ». Claire a reculé, comme si sa propre fille venait de lui gifler le mensonge en plein visage. Elle a voulu parler. Lucie est remontée. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu dans les yeux de Claire autre chose que de l'arrogance, la panique. Elle a quitté la maison 1 heure plus tard, avec 2 valises et une dignité pliée en vrac, en claquant la porte assez fort pour réveiller Inès, qui s'est mise à pleurer dans sa chambre. Je suis monté la rassurer. J'ai dit les seuls mots honnêtes possibles. Maman ne vit plus ici pour le moment. Mais vous êtes chez vous. Toujours. Ce soir-là, quand la maison a enfin retrouvé un semblant de silence, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Le message était bref. Il faut qu'on parle. Antoine. Bien sûr. Et quelque chose dans cette audace m'a fait comprendre qu'il ne venait pas demander pardon. Il venait négocier. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Antoine a eu le culot de me donner rendez-vous dans un café près des quais, à Bordeaux. Comme si nous allions régler ça entre hommes civilisés autour d'un espresso trop cher. J'y suis allé.
Évidemment, pas pour lui faire une faveur. Pour voir jusqu'où allait son mépris. Il portait un manteau bleu marine, une montre voyante, et cette expression lisse des types qui se croient solides parce qu'ils ont toujours confondu position et valeur. Il n'a même pas pris le temps de jouer l'embarras. Il a juste dit « Claire m'a expliqué que tu dramatisais. » J'ai souri. Déjà, un homme qui commence par répéter la version d'une femme mariée qui détourne de l'argent commun n'est pas un stratège. C'est un bénévole. Il a essayé de prendre le dessus. Il a parlé de malentendus, de relations privées, de timing regrettable. Puis il a ajouté que mon contrat avec leur groupe passait bientôt en revue finale. Comme on pose un couteau sur la table sans vouloir assumer le geste, je l'ai laissé finir. Puis j'ai sorti une copie du dossier, juste assez pour que sa couleur change. Les hôtels, les dépenses d'entreprise, les dates, les virements, les messages, et surtout les preuves de son intervention dans le circuit de validation du contrat. Là, son assurance a pris le TER pour l'enfer. J'ai parlé calmement. Antoine, soit tu t'éloignes immédiatement de tout ce qui concerne mon dossier, soit ton service conformité reçoit ça avant 17h. Et crois-moi, eux ont moins d'humour que moi. Il m'a demandé ce que je voulais. J'ai répondu, rien. C'est ça qui te perturbe. Je ne veux pas traiter avec toi. Je veux t'écarter. En rentrant, j'ai trouvé Lucie dans la cuisine avec Inès, qui fixait son chocolat chaud, comme s'il avait personnellement trahi la famille. Paul, lui, faisait semblant d'aller bien, ce qui, chez un garçon de 11 ans, consiste surtout à taper plus fort sur les portes. J'ai réuni les trois. Pas pour salir leur mère, pour leur rendre un sol stable. J'ai parlé simplement. Sans théâtre, maman a fait des choix graves, qui touchent à la famille et le travail. Les adultes vont régler ça. Vous n'avez pas à choisir un camp. Vous avez le droit d'être triste, en colère, perdu. Tout ça à la fois. Lucie a hoché la tête. Inès a demandé si c'était de sa faute. J'ai senti ma gorge se serrer. Non, jamais. Ce genre de désastre est fabriqué par des adultes qui se croient très intelligents. Les jours suivants, Claire a commencé son numéro public. Photos de verres en terrasse, story vaguement romantique, citations ridicules sur la liberté. Elle exhibait sa nouvelle vie avec le raffinement d'un panneau publicitaire. Sauf que ses enfants avaient Instagram. Lucie a fini par exploser. Elle a publié un message bref, sans injure, sans drame, juste la vérité nue. Arrête de mentir. Maman, tout le monde sait déjà. Claire l'a appelée en furie. Lucie a laissé son téléphone sonner sur la table, comme on laisse mourir une alarme inutile. Au même moment, Julien avançait. Demande de divorce, rachat de parts, traçage des fonds, mesures pour protéger les avoirs restants. Et puis la nouvelle est tombée plus vite que prévu. Antoine avait été suspendu par son entreprise pour conflit d'intérêts pendant l'examen interne. Mon contrat, lui, restait actif, validé par un autre comité, propre, maintenu, presque renforcé. Comme quoi l'ironie travaille encore mieux quand on la laisse faire. Claire, en revanche, s'est retrouvée seule, plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Et quand elle a compris que ni ses mensonges, ni son amant, ni ses larmes de circonstance ne lui rendraient l'argent, les enfants ou la société, elle a tenté une dernière manœuvre. Elle a demandé à revenir parler à la maison. Pas pour réparer. Non. Pour sauver ce qu'elle pouvait encore arracher. Sauf que cette fois, c'est moi qui avais préparé la suite. Claire est revenue un jeudi soir, sans prévenir, avec un trench froissé, des cernes mal maquillées, et cette allure des gens qui ont enfin compris que le réel ne se négocie pas. Elle s'est assise dans le salon comme si elle habitait encore là. Comme si les semaines de mensonges, les comptes vidés, les enfants humiliés, tout cela relevait d'un léger malentendu administratif. J'avais déjà fait enlever son accès au compte, changé les autorisations de la société, sécurisé les serveurs, prévenu la banque, le notaire, l'expert comptable, même le syndic pour le dossier de vente lié à notre futur départ. Il ne restait plus grand-chose à improviser. Et c'était précisément ce qui la dérangeait. Elle a commencé avec la voix douce, celle qu'elle réservait aux vendeurs de cuisine et aux gens qu'elle comptait manipuler. « Marc, on peut encore arranger ça ?» J'ai presque admiré le choix du verbe. Arranger
comme un coussin, un agenda, un brunch raté, pas une trahison financée à coups de carte corporate. Julien était là, discrètement installé à la table, dossier ouvert, lunettes basses, incarnation parfaite de la mauvaise surprise durable. Il lui a exposé les chiffres, les preuves, les transferts, les dépenses requalifiées, les conséquences de la clause, le montant retenu pour le rachat de ses parts, bien inférieur à ce qu'elle s'était sans doute déjà attribué dans sa tête, puis la demande de restitution d'une partie des 75 000 $ prélevés sur l'épargne familiale. Claire a tenté le dernier registre, celui des larmes, puis celui des reproches, puis celui des enfants. Dans cet ordre, tu me prends tout, tu les montes contre moi, tu veux m'effacer. J'ai répondu calmement. Non, Claire, je te présente juste la facture. La procédure a duré des mois. Sobre, technique, fatigant, exactement comme les vrais naufrages. Au tribunal, ces explications ont coulé les unes après les autres. Les documents parlaient mieux qu'elles. Notes de frais, réservation, virement, correspondance, chronologie complète, photos datées, et ce détail délicieux, ses propres publications en ligne, où elle célébrait sa liberté pendant que son avocate essayait encore de défendre l'existence d'un simple égarement privé. Le juge n'a pas eu besoin de poésie. L'infidélité liée à l'usage de fonds communs et professionnels, le détournement d'épargne familiale et l'atteinte aux intérêts de la société étaient établis, Claire a été condamnée à restituer une part importante des sommes. Elle n'a conservé que ce qui lui revenait strictement selon l'accord. Rien de plus, rien de romanesque, juste le résultat propre d'une addition qu'elle avait elle-même commencée. Antoine, lui, a disparu du décor avec une élégance de rideau qui tombe. Son entreprise l'a licencié après l'enquête interne. Son nom n'avait plus le même éclat sans badge ni pouvoir de nuisance. Mon contrat, lui, a tenu, puis grandi. 3 mois plus tard, j'étais dans un avion pour Seattle avec les enfants. 3 passeports, 2 valises de trop, un dossier d'école, et cette sensation étrange de quitter un champ de ruines sans me sentir détruit. Lucie regardait déjà les campus comme une générale en mission. Paul voulait savoir s'il neigeait vraiment autant. Inès avait glissé dans son sac une photo du chien de mes parents et un pain au chocolat écrasé. Détail parfait. Nous avons loué une maison claire au nord de la ville. J'ai gardé l'entreprise, développé la branche américaine, embauché mieux, travaillé plus proprement, respiré plus large. Les enfants ont repris des habitudes, puis des rires, puis des projets. Un soir, en rangeant des cartons, Lucie m'a dit « Tu sais, je croyais que tout ça nous avait cassés. » J'ai refermé le carton et je lui ai répondu « Non, ça nous a sortis de la pièce. Aujourd'hui, quand je repense à Claire, je n'éprouve plus grand-chose, pas même de haine. C'est trop coûteux. Elle croyait m'avoir humilié, ruiné, vidé. En réalité, elle a juste forcé la porte que je n'aurais peut-être jamais osé ouvrir seule. Elle a perdu son foyer, sa place dans l'entreprise, la confiance de ses enfants, et l'illusion confortable que les mensonges bien habillés échappent au relevé bancaire. Moi, j'ai gardé l'essentiel. Mes enfants, mon travail, ma dignité. Et cette vérité très simple. Certaines trahisons ne détruisent pas un homme. Elles le libèrent, à condition qu'il sache compter, attendre et refermer la porte sans trembler. I don't like what the music's doing here. Oh, stairs. Oh, there's gonna be another bad guy downstairs, I'm gonna guess. Nice. Anyone else feeling really tense right now? There's another one in there. So I'm going to assume that's where I need to go. More bullets.
I imagine the building protects against the freezing. Doesn't need to be warm enough for humans to actually survive because the fungus would survive. Yeah, okay. So it actually depends on what the freezing point of the fungus is versus the human. But also their bodies would freeze, I guess, if it was cold enough. But I guess these buildings are warm enough that... Are you gonna go away? Do you think he moves? Is there a brick? Or am I meant to just run up to him and kill him? I'm not seeing a brick or a bottle or anything. Because he's not turning around. Oh. Easy. Okay. That's how you do it. Okay. I'm so lost. Hello. Climb. I can hear a bad guy. Oh, wait. Shit. Okay. Guys, this is so tense right now. Guys, I'm so locked in. Oh my god, there's fucking shit tons of them. Can that see me? Can I hear a dog? Grab. Shit. Shit. Run. Go, go, go. Can that get round here? No, we're okay. We're fine. We're all so fine. Uh-oh. Horse tracks. Oh. Oh. Where's see. patrol? On your ass. We did it. Professional gamer, everyone. Did you all see that? Okay, so it looks like the ice is thawing here. So is this... Are we going for winter into spring?